Et là, alors, on retrouve donc cette vengeance qui émane aussi finalement de ce personnage central qui est l'inquisiteur. C'est lui aussi quelque part, même s'il a le pouvoir, même s'il l'exerce, et il l'exerce d'une manière tyrannique et violente, il est lui aussi dans une quête de vengeance. Oui, en fait, c'est ce qui fait que c'est le point central. C'est-à-dire qu'en fait, l'inquisiteur, c'est un surnom qui lui est donné justement parce qu'il essaie d'éliminer toutes les forces magiques de ce monde, est un personnage qui est mort à la base et qui a été ressuscité par la magie. Et lui, en fait, c'est une vengeance sur le fait d'être en vie. En fait, il était bien quand il était mort. Il était bien quand il était mort, et en fait, il a été marqué par le sceau de la mort, et il essaie donc de se venger. Mais en fait, ce qui est intéressant, je pense, c'est que je pense qu'il faut prendre en compte la qualité de la vengeance, son essence même, en fait. C'est pas, elle est issue de l'amour, en fait. C'est-à-dire qu'on a essayé de le sauver de la mort, et c'est ce qui en fait, c'est un acte de charité, un acte d'amour de la personne qui essaie de le sauver, et c'est ça qui provoque cette vengeance qui va avoir une sorte d'effet papillon, et qui va se propager de fil en fil à tous les personnages du roman. Thomas Géa, il y a dans le premier tome du Sabre de sang, c'est un vrai road movie, si on peut dire, puisque ça se déplace quasiment sans arrêt. Il y a juste quelques scènes dans la capitale de ce monde reptilien assez particulier, et où là aussi on voit s'exercer d'une certaine manière la colère de Tiric, déjà, puisqu'il y a quand même quelques scènes de massacre assez violentes. Est-ce que justement aussi, dans la deuxième partie de ce premier tome, où il fuit, où il essaie de se mettre au vert en attendant son heure, est-ce que c'est pas aussi quelque chose qui voilà, ne fait qu'alimenter sa soif de vengeance et sa colère? Alors déjà c'est vrai que c'est un road movie, ça c'est une évidence, parce que je suis très marqué par un auteur en particulier qui s'appelle Jack Vance, et qui est un spécialiste de la vengeance aussi d'ailleurs, puisque si vous avez lu La Geste des Princes Démons, c'est une des plus belles histoires que j'ai pu, une des plus belles histoires de vengeance que j'ai pu lire en science-fiction, et où le personnage justement mène une quête de justice, par rapport à sa famille qui a été décimée, mais qui est absolument pas une vengeance personnelle. Et d'ailleurs à la fin de La Geste des Princes Démons, sans dévoiler les choses, c'est Kjaerbjørn, le personnage principal, quand il a assouvi la vengeance et la quête de justice qu'il mène, il n'existe plus. Voilà, il cesse d'exister, donc c'est quelque chose d'assez marquant à la fin de cette série. Et donc moi c'est vrai que Tiric Sherna et Cardinal Abascar, j'ai voulu un petit peu les gérer de la même façon qu'aurait géré que Jack Vance aurait géré ces personnages. Donc le road movie, il y a plus du cycle de Chai par exemple, hein, où les personnages sont toujours en mouvement, et j'ai rajouté effectivement ces éléments un petit peu de vengeance derrière. Et le voyage est effectivement un moyen absolument parfait pour faire évoluer les personnages par rapport à ce qu'ils sont en train de vivre intérieurement. Et c'est aussi pour ça que j'ai choisi de leur faire raconter leur histoire, que ce soit Cardinal ou Tiric à la première personne. Hein, voilà, hein, on vit vraiment à l'intérieur d'eux. Et Tiric, dans le premier tome, il est enragé au départ, comme je disais. Il a une colère un peu plus rentrée vers la fin. Et la découverte du sabre lui donne l'argument de sa vengeance. Voilà. Donc, je ne sais pas si je réponds à ta question. Non, c'est bien ça. Mais simplement, l'élément aussi intéressant, c'est que dans ce voyage dans lequel on suit dans le premier tome, dans la première partie, il est enchaîné. Donc on ne peut pas forcément dire que ça calme de se retrouver dans une situation pareille. Et dans la deuxième partie, il fuit. Donc finalement, ce qui nourrit, l'impression qu'on peut avoir, c'est que ce qui nourrit aussi sa colère, c'est qu'il ne peut pas agir comme il le voudrait. C'est-à-dire qu'en gros, prendre tout le monde et puis tout démolir. Quoi. Effectivement, c'est parce qu'il nourrit une très grande frustration, et que cette frustration le rend encore plus, j'allais dire, mauvais. Parce que Tiric, je prends malin plaisir effectivement à le rendre
attachant, hein, enfin j'essaye en tout cas, mais... dans le premier tome en tout cas. Dans le premier tome. mais effectivement, on voit déjà dans le premier tome qu'il a des sautes d'humeur assez intenses, et quand il a des sautes d'humeur, il vaut mieux pas traîner dans le coin, voilà. Et Cardel Jabascar, donc son compère, c'est plutôt celui justement qui absorbe toute cette colère et qui lui sert un petit peu de sage, voilà, et qui est là pour le conseiller, pour le calmer. Mais des événements qui ont lieu à la fin du Sabre de Sang 1 vont totalement faire exploser cet état de fait. Et là où le Sabre de Sang finalement 1 est une vengeance à la fois personnelle et politique, voilà, à grande échelle, on va dire que le tome 2 sera plutôt à développer une vengeance personnelle, mais uniquement personnelle, qui n'a aucun lieu d'être sorti justement des événements politiques qu'a subi ce continent. Voilà. Pierre Pével, on a parlé jusqu'ici de la vengeance sur un plan très personnel, qui est autour du personnage de Lorne. Sauf que dans ce premier tome, on se rend compte que lui, il a bien cette idée de vengeance en tête, mais on sent bien que derrière, il y en a d'autres qui se sont peut-être posé aussi le même questionnement à son propos, et que finalement, il maîtrise rien, il est totalement manipulé, ce garçon. Est-ce que justement la vengeance, ça peut être aussi ça, c'est que ça devient un outil de manipulation de la personne qui cherche à se venger? Oh bah, je pense, oui, dans la mesure où comme on l'a dit précédemment, la vengeance peut un peu aveugler, comme la colère ou l'avarice, ou plutôt la vénalité. Oui, dans ce cas-là, ça peut être un outil employé par d'autres comme un outil de manipulation. Lorne reste le moteur de l'histoire, c'est lui qui agit et qui va où il veut, mais en l'occurrence, oui, il y a d'autres intérêts que les siens qui sont en jeu, et parmi ceux qui se livrent une autre bataille que la sienne, il y en a qui l'utilisent, ou du moins, plutôt que d'utiliser Lorne comme un outil, profitent de ce qui peut motiver Lorne pour eux-mêmes obtenir ce qu'ils désirent. Lorne est vraiment marqué par le destin, non seulement par son destin particulier, mais par un destin plus général, qui devrait l'amener, pour résumer les choses, à sauver le monde, sauf que lui refuse son destin général, son destin historique, il ne s'intéresse qu'à son destin particulier. Il fait juste semblant pour ce qui est du destin historique. Il faut dire qu'au moment où il sort de prison, et on le redit, hein, c'est pas parce qu'il a fini sa peine, hein, on sent qu'il y a quelque chose derrière cette libération, ça arrive à un moment donné où le Haut Royaume est plus que vacillant. Oui, tout va mal, et du coup il incarne pour d'abord le roi, un roi qui est maudit, malade, mourant, réduit à l'état de mort-vivant, de liche. Il incarne l'espoir justement de restauration de son propre pouvoir, de pouvoir royal, légitime, ou du moins dynastique, légitime c'est peut-être beaucoup dire. Mais à côté de ça, lui, il comprend très vite quel jeu il peut jouer. Il se rend compte que s'il veut se venger de ses ennemis étant très puissants, il doit lui-même devenir puissant. Et il profite des armes, enfin des moyens qu'on met à sa disposition, en particulier, il s'arrange pour très vite incarner l'espoir aux yeux du peuple. Donc en fait, il se comporte vraiment. S'il n'y avait pas de, si mon bouquin, dans l'écriture, je n'ouvrais pas des portes sur la lame de l'or, si on suit ce comportement, grosso modo, il se comporte vraiment comme un héros de fantasy. Il devient très vite très populaire, il sauve les gens, il restaure l'autorité royale, etc. Sauf que lui, il fait pas ça pour être un héros de fantasy. Il ne sait pas qu'il est un héros de fantasy d'ailleurs. Il sait juste qu'on l'a mis dans une prison horrible, qu'on en tire en prétendant effacer l'ardoise et on va recommencer où on s'était arrêté. Mais lui, c'est pas du tout ce qu'il veut. Alors que c'était quelqu'un d'extrêmement loyal, ah oui, la notion de justice. C'est là où c'est vraiment intéressant, c'est le fait de partir d'un type avant d'être accusé de trahison, de haute trahison et jeté
sommairement jugé et jeté en prison, il avait tout pour lui. C'était un jeune chevalier beau, noble, loyal, fidèle à son roi, dont les mérites étaient reconnus, qui allait faire un beau mariage politique et d'amour avec une fille splendide. Enfin, il avait vraiment tout pour lui. Et là aussi, il a été aveuglé, parce que bien qu'on l'ait prévenu à l'époque, mais attention, ça commence à sentir mauvais. Il lui dit non, tout va bien, d'ailleurs, j'ai rien à craindre, j'ai mon bon droit pour moi. Et, tragique erreur. L'honneur ne fait pas tout. Pierre Gaullon, on est dans cet univers glaciaire, et alors, on l'a dit, c'est qu'on a une galerie de personnages où tous ont des motifs de se venger finalement les uns des autres, hein, quasiment, ou en tout cas une partie, un ennemi commun qui serait donc cet inquisiteur qui lui-même est dans une quête de vengeance. Et puis alors, ce premier tome nous parle des esthètes. Alors, on va avancer un petit peu vers la fin, donc on va essayer d'être prudent dans ce qu'on raconte. Mais est-ce que justement les esthètes, c'est pas un peuple qui lui n'a pas du tout cette notion-là de vengeance? Alors oui, effectivement, les esthètes, c'est un peuple souterrain pur, assez pur en fait, dont le but est de magnifier tout ce qui touche le peuple ingénieur, en fait, hein, une sorte de peuple ingénieur qui veut essayer de rendre pur tout ce qui touche. Et effectivement, ils sont très pacifiques, ils n'ont pas cette notion, ça ne fait pas partie de leur culture, mais pourtant, effectivement, à la fin du premier tome, on sent que c'est en train de se modifier. Et je pense que la couverture est assez représentative, parce que le territoire des esthètes, ça s'appelle les collines noires, on le voit sur les livres, c'est cette montagne-là, et la seule qui est épargnée par le froid glacial qui se répand. Et en fait, le climat est assez important dans ce roman, parce qu'il représente en fait cette vengeance et ce saut de la mort qui se répand dans le territoire. Et on voit bien, et donc sur la couverture, que la montagne est en train de se recouvrir. Et donc cette vengeance et ce côté, oui, cette vengeance et ce côté est représenté par ce climat qui va se répandre comme une mort, en fait, une mort glacée.